Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique avec son sommet enneigé et ses écosystèmes diversifiés, ce géant majestueux est le pic le plus élevé du continent. S'élevant au-dessus des plaines de Tanzanie, le Kilimandjaro est l'endroit à être. C'est une destination de rêve pour les aventuriers et les amoureux de la nature, ou du moins c'est ce que disent les brochures de voyage et les sites web. Mais sous la beauté à couper le souffle de cette montagne enneigée se cache une histoire d'événements tragiques. Des maladies soudaines aux éclairs, en passant par l'enterrement vivant, ces tragédies révèlent les dangers qui accompagnent la tentative de conquête du Kilimandjaro. Comme d'habitude, la discrétion du public est recommandée. Disons que vous êtes l'homme le plus rapide d'Afrique. Vos prouesses en sport mécanique vous ont valu des éloges sur la piste, mais vous cherchez maintenant un nouveau défi. Quelque chose qui teste non seulement vos capacités physiques, mais aussi votre résilience mentale et émotionnelle. Alors, vous décidez de grimper le Kilimandjaro, non pas pour la gloire ou pour un record, mais pour vous engager envers une cause qui vous tient à cœur. Vous visez à sensibiliser et à collecter des fonds pour les filles qui ont besoin de produits d'hygiène dans les communautés rurales africaines, un article nécessaire qui peut être rare en raison des conditions socio-économiques. Le défi était monumental. À 19 341 pieds, au-dessus du niveau de la mer, le Kilimandjaro se trouve dans une zone d'altitude extrêmement élevée, étant l'un des plus hauts sommets du monde, et le plus haut en Afrique. La présence massive de la montagne n'est pas seulement visible à des kilomètres à la ronde, mais se fait également ressentir à travers l'importance culturelle et écologique qu'elle revêt. Si vous êtes comme moi, vous ne savez peut-être pas que le Kilimandjaro n'est pas un pic solitaire, mais est en fait ce qu'on appelle un stratovolcan. Il est composé de 3 cônes volcaniques distincts, Chira, Mwenzi et Kibo. Chira et Mwenzi ont été érodés et dormants pendant des siècles, tandis que Kibo, le sommet le plus élevé, abrite le cône de cendres presque parfait connu sous le nom de pic Uhuru. Il est également connu pour ses conditions météorologiques extrêmes, qui peuvent passer rapidement d'un soleil perçant à un brouillard dense et ses climats variés. Au pied du Kilimandjaro, vous êtes dans une forêt tropicale humide, bourdonnante de vie sauvage et épaisse d'humidité, un merveilleux monde vert vif. Au fur et à mesure que vous grimpez, l'air se refroidit et vous vous retrouvez dans la zone de lande, avec des parcelles d'herbe dispersées sur les pentes de la montagne. Mais poursuivez, et le paysage change encore. Désormais, c'est le désert des hautes terres, une terre aride et stérile où le sol est essentiellement fait de roches et de poussière. Ici, les journées brûlent sous le soleil équatorial et les nuits apportent des températures glaciales qui mordent jusqu'à l'os. L'air raréfié rend chaque respiration pénible. Et puis, la poussée finale, dans la zone arctique. C'est comme mettre le pied sur une autre planète. Presque rien ne vit ici dans ce monde glacé. Le sol scintille de givre et le vent coupe net et froid. C'est ici que le mal d'altitude est le plus intense. L'air raréfié vous oblige à survivre avec moitié moins d'oxygène que nécessaire. L'ascension finale vers le pic Uhuru est la plus difficile. Les grimpeurs se frayent un chemin malgré l'air mince et la fatigue pour atteindre le sommet. Mais ceux qui atteignent le sommet vivent un lever de soleil comme nul autre. Au sommet de l'un des endroits les plus hauts sur Terre, le monde s'étend dans toutes les directions, une récompense à couper le souffle pour ceux qui osent conquérir le Kilimandjaro. Est-ce que ça vaut le coup ? Seuls ceux qui ont gravi le Kilimandjaro peuvent répondre à cette question. Mais pour Gugu Zulu, le triple champion national de rallye sud-africain, la réponse n'est malheureusement jamais venue. En juillet 2016, Gugu Zulu, un célèbre pilote de course et aventurier sud-africain, s'est lancé dans une mission pour escalader le Kilimandjaro avec sa femme Leshigo dans le cadre d'une expédition Trek 4 Mandela. L'objectif était de lever des fonds et de sensibiliser aux besoins de produits d'hygiène pour les filles démunies. Gugu, connu pour ses prouesses athlétiques et son esprit aventureux, a entrepris cette ascension avec un esprit plein d'enthousiasme et un engagement à contribuer à une cause plus grande. L'ascension a commencé avec promesse. Gugu et Letshego faisaient partie d'un groupe plus large de grimpeurs, tous unis par la même cause, grimpant sous la bannière de la journée de Mandela, une journée célébrant l'héritage de Nelson Mandela et encourageant le service communautaire mondial. L'ambiance reflétait la camaraderie et l'effort collectif. Comme toutes les montagnes de très haute altitude, l'escalade du Kilimandjaro présente des risques significatifs. Le premier est le temps imprévisible.
L'environnement du Kilimandjaro peut changer drastiquement sans préavis. Les grimpeurs peuvent faire face à un soleil intense, à des vents violents et à des chutes de température soudaines qui peuvent entraîner une hypothermie. Ces conditions testent non seulement l'endurance physique, mais aussi la résilience mentale, car les grimpeurs doivent être prêts à affronter des éléments durs à tout moment pendant l'ascension. Un autre danger significatif est le terrain physique lui-même. Bien que le Kilimandjaro soit principalement une montagne de trekking, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de compétences techniques en escalade, les chemins peuvent être raides, rocheux et glissants. Cela augmente le risque de chute, qui peuvent entraîner des blessures graves. De plus, le sol volcanique meuble dans certaines zones, surtout lors de la descente, rend les glissements un problème courant qui peut entraîner des entorses ou des fractures. Mais le facteur de risque le plus dangereux lors de l'escalade du Kilimandjaro est le danger toujours présent du mal d'altitude. Le mal d'altitude est causé par l'incapacité du corps à s'adapter assez rapidement à la diminution de la quantité d'oxygène disponible à mesure que l'altitude augmente. Il peut toucher n'importe qui, quel que soit le niveau de forme physique ou l'expérience en haute altitude. Les symptômes débutent souvent par des effets légers comme maux de tête, nausées, vertiges et fatigue. Ces symptômes peuvent survenir quelques heures après l'ascension et s'aggravent souvent la nuit lorsque la respiration est réduite. C'est une condition qui peut passer de symptômes légers à des complications potentiellement mortelles en quelques heures. Au fur et à mesure que les grimpeurs montent, surtout au-dessus de 8000 pieds, le risque de développer des formes plus sévères de mal des montagnes augmente significativement. Les deux conditions les plus dangereuses sont l'œdème pulmonaire de haute altitude et l'œdème cérébral de haute altitude. Le HAP peut vous donner l'impression d'étouffer, avec une toux qui parfois fait remonter de la salive mousseuse, peut-être même avec du sang. La haste affecte votre cerveau, provoquant de la confusion, des difficultés à marcher droit et même des hallucinations. Ce qui rend le mal d'altitude particulièrement dangereux, c'est sa capacité à s'aggraver rapidement. Un grimpeur peut se sentir légèrement malade un instant, puis gravement malade l'instant suivant. Cette progression rapide de symptômes, apparemment mineurs à des complications graves, est la raison pour laquelle chaque ascension en haute altitude comporte un élément de risque. Cela ne semble pas grand-chose jusqu'à ce que cela devienne soudainement une menace critique pour la vie, et c'est exactement ce qui est arrivé à Gugu Zulu. Au cours de l'ascension, Gugu a commencé à rencontrer des défis importants au lieu de se sentir bien. Le 16 juillet, juste 2 jours après le début de la randonnée, il a mis à jour ses abonnés sur les réseaux sociaux, exprimant qu'il était confronté à des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais qu'il continuait motivé par la cause et la beauté de l'environnement qui l'entourait. Son dernier post sur les réseaux sociaux reflétait à la fois sa lutte et son émerveillement devant la splendeur naturelle. « J'ai survécu au 2e jour. Ma femme va très bien et a même appris la langue locale. J'ai des symptômes de grippe et je lutte avec la montagne, mais je prends les choses étape par étape. Aujourd'hui, nous avons réussi à voir notre destination et notre camp est littéralement au-dessus des nuages. Ces symptômes grippaux seraient les premiers signes du mal aigu des montagnes. Et alors qu'il continuait à monter la pente, Gugu a commencé à éprouver des problèmes respiratoires plus graves. Malgré sa détermination à atteindre le sommet, son état s'est aggravé. Les détails de ce qui s'est passé ensuite sont flous. Ce que nous savons, c'est que Gugu a eu des problèmes de respiration. L'équipe médicale l'accompagnant a décidé de redescendre chercher de l'aide médicale. Tragiquement, la santé de Gugu a continué à se dégrader très rapidement et il est décédé avant même qu'il puisse atteindre des altitudes plus basses. Mais Gugu Zulu n'est pas le seul individu motivant à rencontrer sa fin sur le Kilimandjaro. Imaginez un instant que vous êtes quelqu'un qui a consacré sa vie à inspirer les autres. Vous avez construit une carrière en motivant les gens à suivre leur passion et à mener une vie épanouissante. Pour Scott Dinsmore, c'était sa réalité. Conférencier motivant et fondateur du mouvement Live Your Legend, Scott était tout au sujet de repousser les limites et de vivre la vie au maximum. Mais même pour quelqu'un comme Scott, qui semblait avoir tout compris, le Kilimandjaro s'est avéré être un défi impitoyable. Scott Dinsmore, d'Alamo en Californie, était connu pour sa conférence Technology Entertainment Design inspirante qui a touché des millions de personnes dans le monde. Il encourageait les gens à poursuivre leur passion et à vivre leur meilleure vie.
En janvier 2020, Scott et sa femme Chelsea ont vendu leurs biens et quitté leur maison de San Francisco pour se lancer dans une aventure mondiale. Leur voyage les a emmenés dans des lieux à couper le souffle comme la Cappadoce en Turquie, le Monténégro et Marrakech, et ils ont documenté leur voyage sur le site web de Scott Live Your Legend. Escalader le mont Kilimandjaro était un rêve de toute une vie pour Scott. Donc, après Marrakech, le couple a décidé de visiter la Tanzanie, le 20e pays de leur voyage, et s'est préparé avec impatience pour leur ascension. L'ascension devait être une excursion de 8 jours jusqu'au sommet et retour. Et c'était un défi que Scott attendait avec impatience depuis des années. Le couple avait l'intention d'escalader le Kilimandjaro via la Brèche de l'Ouest, un itinéraire peu emprunté mais très dangereux. La Brèche de l'Ouest est une section redoutable de la montagne où les roches et les pierres lâches représentent une menace constante pour les grimpeurs. Mais le voyage a bien commencé. Contrairement à Guguzulu, aucun des deux couples n'a ressenti de mal des montagnes ou d'inconfort interne de quelque sorte que ce soit. En un rien de temps, ils étaient dans la région arctique du Kilimandjaro et sur le point de commencer l'ascension finale. Mais le destin en décida autrement malgré un bon début de journée. Scott et Chelsea, le 6e jour de leur trek avec leur équipe d'escalade, se sont levés tôt pour commencer leur ascension. Alors qu'ils grimpaient, l'air était rempli du crissement des bottes sur le gravier et du doux murmure de la brise de montagne. Le couple était excité, impatient de conquérir la dernière étape jusqu'au sommet. Cependant, lorsqu'ils ont atteint une altitude d'environ 17 000 pieds, le désastre a soudainement frappé. Comme toutes les montagnes, le Kilimandjaro est sujet à des changements géologiques soudains et imprévisibles. Ce jour-là, alors que Scott, Chelsea et leur équipe naviguaient à travers la brèche occidentale, une chute de rochers catastrophique s'est produite. D'énormes rochers et débris, peut-être desserrés par les récents changements climatiques ou l'affaissement naturel de la montagne, ont dévalé les pentes abruptes. L'éboulement a surpris totalement le groupe. La plupart des débris sont tombés sans danger à côté d'eux, mais un énorme rocher, décrit par un témoin comme étant aussi gros qu'un véhicule utilitaire sport, s'est détaché des hauteurs et a dévalé la pente directement sur le chemin du couple. Scott, qui menait la marche, a subi le plus gros de l'impact. Le bruit de la roche frappant la chair a été décrit par les grimpeurs comme un bruit métallique assourdissant, comme une boule de bowling frappant une surface métallique. Cet événement catastrophique s'est produit si soudainement qu'il n'y avait pas de temps pour réagir. Le rocher a frappé Scott avec une force immense, causant des blessures mortelles. La femme de Scott, Chelsea, et leurs compagnons d'escalade ont immédiatement réagi, essayant de prodiguer les premiers soins. Malheureusement, le groupe se trouvait dans une section éloignée de l'escalade, loin des voies d'accès plus faciles où les secours auraient pu être coordonnés plus rapidement. Chelsea, qui avait documenté leur voyage sur les réseaux sociaux, était maintenant confrontée à la tâche inimaginable de pratiquer la réanimation cardio-respiratoire sur son mari. Mais malgré leurs efforts désespérés, il est devenu évident que les blessures de Scott étaient trop graves. Il est mort sur le flanc de la montagne, laissant Chelsea et leur équipe choqués et endeuillés. Le voyage de Scott a été documenté par de superbes photos et des messages authentiques sur son site web. Vivez votre légende. Lui et Chelsea avaient entrepris une aventure d'1 an autour du monde, découvrant de nouveaux lieux et vivant de nouvelles expériences. Leur dernier message de Turquie posté juste avant leur ascension disait « En route pour la Tanzanie et puis hors réseau alors que nous montons le mat Kilimandjaro. » Tour du monde Dinsmore. Même pour l'homme le plus motivé, les montagnes détiennent le fil du rasoir entre la vie et la mort. Notre prochaine histoire est vraiment étrange, même pour nous. Nous avons discuté de nombreuses chutes et accidents dans nos épisodes précédents, mais ce cas est particulièrement choquant. Ian McKeever était un aventurier renommé et un conférencier motivant de Lochdan à Wicklow, en Irlande. Il était un membre éminent de l'équipe des Kilimanjaro Achievers, un groupe dédié à guider les grimpeurs jusqu'au sommet de la plus haute montagne d'Afrique. Ian avait un impressionnant curriculum vitae d'alpiniste, ayant gravi le mont Everest et détenu le record de l'achèvement des 7 sommets, les plus hauts sommets de chaque continent, dans le temps le plus rapide, surpassant le précédent record de 32 jours. En plus d'être un alpiniste accompli, Ian était un collecteur de fonds caritatifs dévoué et un auteur publié. Il était l'heureux auteur de 2 livres, « Donnez-moi un abri » et « Donnez-moi des héros » et travaillait sur un 3e, « Donnez-moi 28 jours ».
En plus de son écriture et de son escalade, Ian était également impliqué dans la campagne Le Noir et Blanc a du sens, une initiative anti-racisme qu'il a entreprise avec son ami et guide d'escalade africain Samuel Kinsonga. Ils visaient ensemble à battre le record de l'ascension la plus rapide du Kilimandjaro. En décembre 2012, Ian a entrepris une autre ascension du Kilimandjaro, cette fois en dirigeant un groupe de plus de 20 grimpeurs, dont beaucoup étaient irlandais, lors d'une expédition caritative pour lever des fonds pour les hôpitaux pour enfants. Le groupe comprenait des étudiants de Ballinamore, nord-ouest de l'Irlande, et leur professeur Awif Nimahile. Le groupe a commencé son ascension le 30 décembre et espérait atteindre le sommet en bon temps. Mais dès le début, cette ascension a été marquée par des problèmes. Décembre est la saison des pluies dans la région du Kilimandjaro, et les conditions météorologiques sur les pentes de la montagne peuvent changer rapidement et de manière spectaculaire. Durant les premiers jours, les grimpeurs ont affronté des pluies diluviennes, rendant l'ascension encore plus ardue. Mais malgré les conditions difficiles, Ian était resté optimiste, encourageant son équipe et informant ses abonnés sur les réseaux sociaux de leur progression. Dans son dernier post publié le 1er janvier 2013, Ian a réfléchi sur l'événement de la pluie lors de l'ascension. Shira 2, 4000 mètres. Pluie torrentielle toute la journée. Les esprits restent bons malgré l'impossibilité de sécher le linge. Nous prions pour un temps plus sec demain, le grand jour. C'est la tour de lave, indique le post. La tour de lave mentionnée par Ian est un point de contrôle majeur lors de l'ascension du Kilimandjaro. Elle est située à environ 15 000 pieds sur l'itinéraire Kilimandjaro-Machami. À la tour, les grimpeurs peuvent s'acclimater avant de pousser vers des altitudes plus élevées. Cependant, ce jour fatidique, il est devenu le site d'un incident horrifique et, franchement, bizarre. Le 3 janvier 2013, le ciel était gris lorsque les grimpeurs se sont mis en route, déterminés à terminer leur voyage. Mais la tempête, s'aggravant pendant leur ascension, ne partageait pas leur enthousiasme. Le groupe a dû affronter des conditions météorologiques sévères. L'équipe d'Egeridiaom, y compris la fiancée d'Ian, Anna O'Loughlin, s'est blottie ensemble, essayant de se protéger de la tempête. Les conditions étaient terrifiantes, avec des éclairs qui clignotaient autour d'eux et la menace d'un temps plus sévère imminent. Alors qu'ils approchèrent de la tour de lave, la tempête s'est transformée en une situation crique. L'équipe avançait péniblement à travers la pluie et le vent croissant avec Ian McKeever, dirigeant le groupe quand soudainement le désastre a frappé. Ian a littéralement été frappé par la foudre. La frappe a été soudaine et féroce, ne laissant aucun temps pour une réaction du groupe. La force de la foudre était si intense qu'elle a renversé les autres membres du groupe de leurs pieds et qu'une vague de panique a jeté les grimpeurs. Le résultat a été immédiat et catastrophique. Les coups de foudre peuvent atteindre des températures d'environ 50 000 degrés Fahrenheit, ce qui est plus chaud que la surface du Soleil. Lorsqu'ils frappent une personne, la haute tension et le courant peuvent provoquer un arrêt cardiaque, des brûlures graves, des dommages neurologiques et, dans le cas tragique d'Ian, une mort instantanée. C'est parce que lorsque la foudre frappe un corps humain, elle cherche le chemin de moindre résistance vers le sol, ce qui peut souvent impliquer les systèmes cardiovasculaires et nerveux. La charge électrique massive passant à travers le corps peut interrompre les schémas électriques normaux qui régulent les rythmes du cœur, conduisant à un arrêt cardiaque immédiat. De plus, la chaleur de la foudre peut vaporiser les fluides sous la peau et dans le système nerveux, créant une onde de choc qui peut causer des blessures internes et des brûlures graves. Pour Ian, être dans les montagnes le rapprochait encore plus du ciel et l'exposait totalement à la frappe. Il n'avait aucune chance. Cela a mis fin à sa vie sur le coup. Heureusement, les autres membres de l'expédition, y compris sa fiancée, Anna, qui était à quelques pas seulement, ont été simplement blessés. Mais la frappe les a également beaucoup secoués. John O'Donoghue, le fils de Jack O'Donoghue, un grimpeur de 60 ans qui était à côté de Ian lorsque la foudre a frappé, a décrit comment la force de l'éclair l'a projeté hors de ses pieds. Je crois que papa grimpait avec Ian et ils n'étaient qu'à 3 pieds l'un de l'autre quand la tragédie a frappé, a déclaré John O'Donoghue. Hier, mon père a appelé ma mère de l'hôpital pour lui annoncer une nouvelle très triste. Il a dit qu'il allait bien, mais qu'il a été projeté en l'air par un éclair. Il faut maintenant dire que la foudre était un accident de la nature et une occurrence très très rare. Même sur des montagnes plus hautes comme l'Everest, les impacts de foudre sont monnaie courante.
Mais aussi rares que ces impacts puissent être, les conséquences sont très réelles. Après l'impact, le groupe et les élèves se sont abrités derrière des rochers, tentant de rester en sécurité dans le chaos. Ils ont ensuite été descendus de la montagne et conduits à un hôpital local pour des examens. Malgré l'absence de blessures physiques, les étudiants et les autres grimpeurs ont été profondément ébranlés par l'événement traumatisant vécu. La fiancée d'Ian McKeever, Anna O'Loughlin, qui avait prévu de se marier avec Ian en septembre, a dû faire face à la perte prématurée de son partenaire lors de ce qui devait être une simple excursion en montagne. Mais Ian n'était évidemment pas la dernière victime des caprices imprévisibles du Kilimandjaro. En 2006, un groupe de grimpeurs, poussé par le désir de voir les glaciers du Kilimandjaro avant qu'ils ne disparaissent à cause du réchauffement climatique, a décidé de gravir le Kilimandjaro. Mais la montagne avait d'autres plans, et ce qui aurait dû être un simple rêve devenu réalité s'est transformé en cauchemar. Christian Ferguson, un ingénieur de 27 ans de Longmont, Colorado, a toujours été captivé par le monde naturel. Aventurier passionné, Christian était animé par la passion de voir les glaciers du Kilimandjaro avant qu'ils ne fondent. Lui et sa femme, Jody, avaient quitté l'Arizona pour le Colorado afin de vivre leur passion pour le ski, la randonnée et l'escalade. Il faisait partie d'un groupe de 17 grimpeurs du Colorado Mountain Club qui avaient dépassé l'été à s'entraîner en escaladant certains des plus hauts sommets du Colorado. Le désir de Christian de voir les glaciers du Kilimandjaro avant qu'ils ne fondent est une véritable préoccupation. En raison du changement climatique, les glaciers du Kilimandjaro reculent à un rythme alarmant en raison de l'augmentation des températures mondiales. En fait, les études indiquent que ces champs de glace ont considérablement réduit leur taille au cours du siècle dernier, avec des projections suggérant qu'ils pourraient disparaître complètement dans les prochaines décennies si les tendances actuelles de réchauffement se poursuivent. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies de 2022 a même prédit que les glaciers d'Afrique, y compris ceux du Kilimandjaro, pourraient disparaître d'ici 2040 si aucune action urgente n'est prise pour freiner le changement climatique. Cependant, avant que cela ne se produise, Chris a décidé de voir lui-même les glaciers du Kilimandjaro. Et en 2006, il a finalement eu l'opportunité. Au début de janvier, Christian et son groupe ont entamé leur voyage vers le sommet du Kilimandjaro, choisissant la difficile route de la Brèche occidentale. C'était un rêve devenu réalité pour lui, et Christine et sa femme Jody avaient méticuleusement préparé ce voyage pendant environ 1 an. Christian Ferguson n'était pas paresseux. C'était un individu brillant et consciencieux et un diplômé en génie mécanique de l'université Gonzaga. Son amour pour l'aventure et la nature était évident dans tous les aspects de sa vie. Il était donc bien conscient des dangers de l'alpinisme à de telles altitudes et prévoyait de ne prendre aucun risque. Connu pour ses sentiers escarpés et dangereux et son potentiel de chute de pierre, le Western Reach est considéré comme l'une des routes les plus dangereuses du Kilimandjaro. Malgré les risques, le groupe était déterminé, préparé et motivé par leur objectif commun d'atteindre le sommet et d'observer les glaciers. L'expédition a débuté le 30 décembre et a rapidement rencontré des conditions météorologiques ardues. Ils ont enduré des jours de pluie torrentielle pendant leur ascension, ce qui a rendu le voyage déjà difficile encore plus ardu. Cependant, le moral est resté élevé, alors qu'ils traversaient ces conditions difficiles, espérant une meilleure météo à mesure qu'ils montaient. Le 4 janvier, le groupe avait atteint le camp de base du glacier Arrow, situé à une altitude d'environ 15 800 pieds entre le pic Kibo et le point Gilman. Ils approchèrent du point critique d'acclimatation de la tour de lave à 15 000 pieds. Cette nuit-là, alors que les grimpeurs s'installaient dans leur tente, le temps a pris un tournant drastique pour le pire. Alors qu'ils dormaient, ils ignoraient qu'au-dessus d'eux, la combinaison de la fonte des glaciers et des pluies récentes avait déstabilisé les rochers au-dessus de leur campement. Aux premières heures du 5 janvier, alors que les grimpeurs dormaient, les rochers, desserrés par la pluie et la neige, sont tombés lors d'un éboulement soudain. Des rochers, délogés plus haut sur la montagne, ont roulé avec un élan croissant et ont frappé le campement avec la force dévastatrice d'un train de marchandises, et les tentes, peu de protection contre une telle masse, ont été écrasées sous le poids des rochers. Si vous avez déjà campé, vous pouvez sûrement imaginer être dans votre tente au cœur d'une nuit noire comme l'ébène.
Entouré par l'air frais de la montagne, vous dormez paisiblement quand soudainement vous vous réveillez à cause d'un bruit de plus en plus fort. Votre adrénaline et votre terreur se déclenchent lorsque votre tente est soudainement attaquée par des rochers. Il n'y a aucun endroit où aller, ni même voir ce qui arrive pour l'éviter. Christian Ferguson, un grimpeur passionné et aventurier, faisait partie de ceux directement touchés par l'éboulement de rochers. Il est mort sur le coup lors de l'impact. Sa femme, Jody, également dans la même tente, a été blessée par les débris tombants, mais a incroyablement survécu à l'épreuve. Tragiquement, 2 autres grimpeurs, Mary Lou Samis de Californie et Betty Oric Sapp du Tennessee, ont également succombé à leurs blessures causées par l'éboulement de roches. Les conséquences de l'incident étaient une scène de choc et d'urgence, alors qu'une équipe de secours s'est rapidement mobilisée pour faire face à l'urgence. Plus de 50 grimpeurs, y compris ceux de la route Umbwe et du campement près du glacier Arrow, ont été évacués de la zone pour garantir leur sécurité. Les blessés, certains dans un état critique, ont été transportés par avion à Nairobi, au Kenya, où ils ont reçu un traitement médical approprié à leurs blessures. Heureusement, tous les grimpeurs blessés ont survécu, mais pour Christian et 2 autres grimpeurs, rien de plus n'a pu être fait. L'enquête sur la cause de l'éboulement de roches a pointé une combinaison de facteurs naturels. Des températures plus chaudes avaient fait fondre certains des glaciers du Kilimandjaro, les faisant reculer et desserrer les roches autrefois maintenues en place par la glace. Les changements de temps au sommet avant l'éboulement de roches peuvent également avoir contribué à l'instabilité. Mohamed Chiko, le commandant de police régionale, a mentionné que des experts enquêtaient sur la cause exacte, mais il était soupçonné que le mouvement de la Terre ou des vibrations ait déclenché l'éboulement mortel. Comparé à d'autres montagnes, le Kilimandjaro est considéré comme relativement sûr, mais vivre sur le fil du rasoir signifie que rien n'est jamais vraiment sûr. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain. Restez audacieux et vivez courageusement.